Bonjour à tous, je suis Frédéric Ledan de CRT Occitanie et je suis accompagné aujourd'hui de Tristan et Kevin, Google Atelier Numérique, qui se présenteront aussi. Juste pour rappeler le contexte de ces ateliers, on a une vingtaine d'ateliers numériques organisés par le CRT cette année, dont 7 en partenariat avec Google Atelier Numérique sur la visibilité web sur différents sujets. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le parcours client dans le tourisme, adapté au secteur du tourisme. Vous connaissez le fonctionnement de Zoom, la plupart d'entre vous. Vous savez que vos micros et caméras sont fermés. Vous êtes plus d'une centaine, mais vous pouvez quand même participer en posant vos questions via le fil de discussion. Et pendant la présentation, régulièrement, Kevin demandera à Tristan, l'animateur, du coup, de répondre à vos questions. On va essayer de traiter un maximum de questions. Parfois, Kevin pourra aussi répondre directement à l'écrit dans le fil de discussion. Donc, je vous laisse en leur compagnie. Moi, je reviens à la fin pour une petite conclusion. Merci. Merci Frédéric. Du coup, on va se retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu des nouveaux enjeux du tourisme, également les nouvelles habitudes de consommateurs, car avec l'arrivée du Covid, ça a beaucoup changé au niveau du tourisme. Moi, pour me présenter, je m'appelle Tristan, je suis coach Google Atelier Numérique à Montpellier et je suis également e-commerçant, j'ai des sites de e-commerce. Et j'utilise pas mal de leviers dans le numérique pour acquérir des clients. Donc aujourd'hui, on vous l'a dit, mais je serai accompagné de Kevin qui répondra à vos questions et qui pourra me couper s'il y a une question qui mérite de répondre à l'oral. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec le chat. On sera vraiment un plaisir de vous répondre. Et on va démarrer. Un petit retour du sondage, Tristan, avant de démarrer, simplement sur la question, est-ce que vous demandez systématiquement à vos nouveaux clients comment ils vous ont connu? 45% oui, le demande, et 50% non. Voilà, ça donne une petite indication. Ok, super. Ah oui, c'est moi, je le vois. Il s'était pas affiché. Systématiquement, ok, on a quand même une majorité de non, mais globalement, on est sur presque du 50-50. Donc, je vais vous présenter le programme Google Atelier Numérique. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà assisté à une de nos conférences, mais le programme Google Atelier Numérique, c'est un programme de formation sans frais, sous le format de conférences. On fait des conférences en ligne comme aujourd'hui. On fait également des conférences en physique, en présentiel. On a également un système de coaching où on peut répondre à votre problématique ou vous accompagner sur la thématique de votre choix en individuel. Ça se passe en appelant la hotline, mais on verra en fin de présentation comment prendre un coaching avec nous. Mais voilà, globalement, on balaye un peu plus d'une soixantaine de thématiques sur des thématiques concrètes dans le numérique comme du SEO, du SIA, mais également sur du développement personnel ou voilà, d'autres thématiques. On a également une chaîne YouTube. Je vous invite à regarder la chaîne YouTube Google Atelier Numérique. On a beaucoup de replays de toutes nos conférences dessus. Si à la suite de cette présentation sur le tourisme, il y a un sujet que vous voulez aller plus loin, que ce soit sur du référencement naturel, du référencement payant, les réseaux sociaux, globalement, vous retrouverez ces présentations sur YouTube. Et on a également un nouveau programme de formation qui s'appelle les Google Career Certificates. Et on en parlera à la fin, mais c'est des formations qui sont diplômantes, qui sont normalement payantes, mais on a des licences à distribuer gratuitement. Donc, si vous êtes intéressé, on verra à la fin comment s'inscrire. Alors, aujourd'hui, à la fin de cette présentation, le but, ça va être, dans un premier temps, de comprendre le nouveau comportement des voyageurs. J'en avais un petit peu parlé au début, mais les habitudes de voyage et le comportement dans le secteur du tourisme, elles ont changé ces dernières années et il va falloir les prendre en compte dans sa stratégie de développement et de visibilité en ligne. On va voir l'impact du digital sur le parcours des voyageurs. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que maintenant, avant de réserver un voyage,
le voyageur, il va d'abord avoir une grosse phase en ligne, que ce soit sur une phase un peu plus inspirationnelle où il va regarder des photos, trouver des inspirations pour son voyage, ou que ce soit pour trouver des activités à faire sur le lieu. Donc vraiment, on va avoir cet impact-là dans le parcours du voyageur. Et enfin, on verra les différents leviers digitaux que vous pouvez actionner pour attirer de nouveaux voyageurs vers votre gîte, votre camping ou l'activité que vous avez. Donc, on va commencer par voir le nouveau comportement des voyageurs. Et donc, on en parlait, le comportement des voyageurs, il a changé. Premièrement, il y a une nouvelle, il y a vraiment un essor du tourisme local et de proximité en ce moment. On a de plus en plus de gens qui sont en télétravail, que ce soit partiel ou même complet. Depuis le Covid, il y a vraiment eu un essor du télétravail et des gens qui habitent en ville, que ce soit à Paris ou moi, par exemple, je suis à Montpellier. On peut passer la moitié de la semaine à vouloir un petit peu déconnecter de la ville et vouloir faire une location de gîte un peu plus dans la nature. Le seul prérequis, en fait, ce sera d'avoir une bonne connexion Internet pour que le télétravail, pour permettre le télétravail. Donc voilà, ce tourisme un petit peu local de proximité, il est accentué par ce télétravail, mais il y a également vraiment un essor d'aller découvrir la France, le pays des petits villages aux alentours des villes. Il y a les micros-aventures. Les micros-aventures, on va chercher un voyage très intense, mais d'une courte durée. Donc ça, c'est vraiment un autre type d'adaptation de nouvelles habitudes consommateurs dans le voyage. Le besoin de nature également, où on a de plus en plus envie de se reconnecter avec la nature, la sécurité sanitaire et voyage en petit groupe, que ce soit en famille ou avec des amis. On en parlait, donc voilà, le workation télétravel qui connaît un véritable essor avec le télétravail. Donc vraiment à prendre en compte et à faire attention à disposer d'une bonne connexion Internet. On a l'écotourisme, le last minute qui consiste à partir sans trop rien programmer et un peu faire à la dernière minute, sur mesure, vacances bien-être, etc. Juste, je précise, mais vous pouvez prendre des captures d'écran et des notes des slides. Je vous invite à le faire. Je vous dirai de prendre des captures d'écran, mais il me semble que le live est enregistré. Donc voilà, on va voir un petit peu quelques chiffres. 56 jours, c'est la durée moyenne du parcours d'achat dans le secteur du tourisme. On voit vraiment que c'est un parcours d'achat de longue durée. On a 80% des internautes ayant réservé un voyage qui ont fait entre 1 et 40 recherches au cours de leur parcours d'achat. Moi, je suis dans le secteur du e-commerce et on parle généralement de 3-4 recherches avant de faire une conversion. Là, on se rend vraiment compte que sur le voyage, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus de recherches, il y a beaucoup plus d'interactions avant d'arriver sur une étape de conversion. Donc, il va vraiment, et on va le voir à la suite de cette présentation, il va falloir vraiment discerner les différentes étapes et se positionner sur chacune de ces étapes-là, parce qu'il y a énormément de recherches, toutes différentes. Il y a un petit peu ce qu'on appelle un tunnel de conversion, où on va avoir une première phase où le prospect est dans une phase un peu froide, il ne sait pas vraiment où est-ce qu'il veut aller. On va chercher à lui donner de l'information et de l'inspiration. Puis après, on va affiner jusqu'en bas où il sait où il veut aller et on va aller le toucher en bas lorsque le consommateur est dans une phase dite chaude. Mais voilà, vraiment à prendre en compte dans le secteur du voyage, énormément d'interactions et de recherches avant d'effectuer une conversion. Et un petit chiffre aux États-Unis, plus de 250 points de contact qui jalonnent le parcours d'achat d'un voyage. Donc, on en parlait, mais on discerne 5 étapes clés autour du parcours client touristique. La première phase, ça va être la phase d'inspiration où on cherche un petit peu de l'inspiration. Ça va plus être une phase où on va visiter des blogs, des réseaux sociaux comme Instagram pour aller chercher des photos. Voilà, vraiment une phase, on ne sait pas trop ce qu'on veut, mais on sait qu'on veut partir en voyage, mais voilà, on va chercher un petit peu de l'inspiration. L'étape prise de décision, où on va commencer à savoir où est-ce qu'on veut aller,
Voilà, on va commencer un petit peu à mettre des mots sur le brouillon et commencer à un petit peu organiser le voyage. La préparation du voyage où on va vraiment aller chercher, comparer les offres, comparer les hôtels, est-ce qu'on va aller dans un gîte, est-ce qu'on va rechercher un hôtel, un Airbnb, etc. La partie du voyage et le post, donc la partie voyage où on va voyager, on va faire les différentes étapes qu'on a préparées lors de la préparation. Et enfin, le post-voyage. On verra, le post-voyage, c'est quelque chose de très important parce qu'en tant que professionnel, on va essayer de récolter des avis, on va essayer voilà, d'agrandir notre base et d'avoir des avis. C'est vraiment une étape à ne pas négliger. Et on va détailler chacun des points. Donc, dans l'étape d'inspiration, le voyageur, il recherche des destinations potentielles. C'est une phase un petit peu qu'on dit de pré-analyse qui va être plus ou moins longue. Donc, généralement, on dit en fonction du coût et de la durée du voyage. C'est-à-dire que plus le voyage va coûter cher ou plus le voyage va être long, plus cette phase de pré-analyse et d'aspiration, elle va être longue. Plus le voyageur, il va mettre du temps avant de prendre une décision. Généralement, quand on a une décision de faire un voyage de 2 mois, entre le moment où tout est prêt et le moment où on part et le moment où on avait décidé de partir en voyage, il y a vraiment une phase un petit peu, il y a une phase beaucoup plus longue que quand on est sur une micro-aventure. Voilà, l'expérience de voyage, elle va se faire toute dans cette phase d'aspiration. Et on a un petit conseil pour les pros. Dans cette phase-là, il va falloir capter l'attention des voyageurs, toucher sur l'imaginaire et faire appel à l'émotion. Généralement, les vecteurs qu'on va utiliser lors de cette étape-là, ça va être un blog inspirationnel, un blog de voyage qu'on peut venir greffer à notre site. Par exemple, si on a un site, si on est dans le gîte, on peut avoir un blog intégré au site et avoir une section, par exemple, si j'ai un gîte proche de Montpellier, on peut avoir un blog qui s'appelle Que faire à Montpellier, les activités proches de Montpellier. On va essayer un petit peu de toucher à l'imaginaire et faire appel aux émotions des voyageurs. C'est une phase vraiment importante. Ensuite, on a la prise de décision. Donc là, la recherche devient beaucoup plus précise, surtout au niveau des informations. On va chercher des transports, des hébergements, des tarifs. On va commencer à se faire une idée sur le coût du voyage. Et on va essayer d'évaluer un peu les coûts globaux du séjour sans rentrer dans quelque chose de très détaillé. Mais on va vraiment essayer de commencer à affiner et préciser les informations autour de ce voyage. Donc là, généralement, on consulte les réseaux sociaux pour trouver des avis d'autres utilisateurs, que ce soit sur le gîte, mais également sur les restaurants, sur les différentes activités qu'on a décidé de faire lors de ce voyage. Et il y a vraiment une étape également de comparaison. Généralement, on retrouve beaucoup le comparaison, on appelle ça aussi le benchmark. On va comparer deux choses. Donc, par exemple, imaginons que j'hésite entre deux gîtes. On va comparer et on va parler après de la phase post-voyage. Mais on va se rendre compte que les avis clients et la présence en ligne va vraiment être essentiel pour justement pouvoir se différencier des concurrents. Et là, on a une petite étape pour les pros, c'est de mettre l'accent sur l'expérience, l'attractivité, personnaliser son expérience. Et en fait, on parle de rassurer un maximum pour lever les freins d'achat. En e-commerce, on parle de réassurance client, ça va être la même chose. On va chercher à répondre à toutes les interrogations des clients avant même qu'ils se les posent. C'est-à-dire qu'avant même qu'il va se poser la question, je ne sais pas, est-ce que je peux venir avec mon chien? Il ne faut pas qu'il se pose la question, il faut qu'avant même qu'il se pose la question, il ait déjà la réponse à sa question. Voilà, on va essayer vraiment de lever tous les freins à l'achat. Ensuite, on va avoir l'étape 3 qui est la préparation de la visite. Donc là, globalement, ça va être une étape de planification, de logistique des déplacements, des activités, également des hébergements qu'on a décidé de prendre. On va chercher les offres, les codes promo, etc. Donc, on parle de phase organisationnelle. Et le petit conseil de pro, c'est de rendre l'expérience la plus fluide et la plus agréable possible et répondre aux questions pour accompagner le voyageur durant tout son parcours d'achat ou son parcours de réservation plutôt. Et là, vraiment, je vous invite à réserver vous-même ou à même donner, par exemple, l'ordinateur ou votre site web de réservation à quelqu'un de votre famille et de le regarder
voyager dessus, enfin, naviguer sur votre site, sélectionner des dates pour vous rendre compte de potentiellement une navigation qui n'est pas fluide ou des choses qui n'iraient pas dans votre navigation de votre site internet ou de votre système de réservation. On a l'étape numéro 4, l'étape de la visite. Donc là, globalement, durant la visite, on a 3 grands axes. L'arrivée, et là, vraiment, on a pas, on a, enfin, c'est là où on va faire la bonne impression, et c'est vraiment très important de ne pas négliger l'arrivée. C'est l'impression qui va vraiment marquer le voyageur. Généralement, s'il a une mauvaise impression à son arrivée, ça risque peut-être de jouer sur le fait qu'il va avoir directement une mauvaise impression de votre service. Donc vraiment, ne pas négliger l'arrivée, il faut que tout soit parfait. Ensuite, on a la partie du séjour. Donc là, le visiteur, il va s'orienter aujourd'hui vers une expérience personnalisée. Il va vouloir se sentir actif. Et enfin, le départ. L'enjeu de la réputation, il va vraiment se jouer ici. Notamment, au début, on vous avait posé un petit questionnaire pour vous demander est-ce que vous demandez des avis à vos clients. Et c'est vraiment lors du départ, si vous avez senti que le voyageur, il a aimé son voyage, de ne pas hésiter de lui donner la possibilité de laisser un avis. Généralement, quand quelqu'un a eu une bonne expérience, il ne va pas forcément déposer un avis. Par contre, quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience, à 100%, il va aller déposer un mauvais avis. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de faciliter un maximum possible le fait de déposer un avis sur votre site internet, sur votre fiche d'établissement. On verra ça par la suite. Mais vraiment, c'est lors du départ que l'enjeu de la réputation va se jouer. Et l'étape numéro 4, l'étape 4, le conseil de pro, ça va être de rendre l'expérience la plus fluide et la plus agréable et de répondre à toutes les questions pour accompagner le voyageur lors de son séjour. On en parlait, mais l'évaluation post-séjour, c'est vraiment très important. On parle de fidélisation du voyageur. C'est là où il va prendre la décision de donner une réputation à votre établissement. Et c'est vraiment dans cette phase-là où il va falloir un maximum possible leur demander des avis. Va falloir discuter avec eux. Pourquoi pas faire un petit QR code qui renvoie directement vers une page pour remplir directement un formulaire d'avis. Mais vraiment, ça va permettre pour les prochains visiteurs de pouvoir consulter les avis, car il y a énormément de personnes qui consultent les avis en ligne avant d'acheter un service ou un produit. Donc, pour les prochains visiteurs, ça va vous permettre vraiment d'avoir une meilleure réputation, et également pour le référencement, on verra plus tard, mais ça permet d'être mieux référencé, le fait d'avoir plusieurs avis et des bons avis. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les différentes phases d'un parcours client dans le tourisme, on va voir comment anticiper la demande et comprendre ses utilisateurs. Et on va avoir plusieurs outils. Donc le premier outil qu'on vous donne, c'est Destination Insights. Donc là, je vous invite à les noter. Et là, ça va nous servir à connaître l'intérêt des voyageurs pour votre zone géographique. Donc là, on va analyser l'évolution de la demande des voyages, que ce soit sur un type d'hébergement ou sur un type de transport. Par exemple, on va pouvoir connaître des intérêts géographiques autour des gîtes, etc. Déterminer l'origine de vos voyageurs, déterminer quelles sont les villes dont la demande est la plus forte. Voilà, c'est un super outil qui va vous permettre de faire tout ça. On a également l'outil Hotel Insights qui va vous permettre de connaître la demande d'hébergement dans votre zone. Donc là, on va analyser l'évolution de la demande d'hébergement dans votre zone, mais également dans un département. Déterminer l'origine des voyageurs. Ici, par exemple, on regarde pour la région suivante, donc pour les Vosges, et on voit qu'il y a une évolution de 75% sur les demandes de voyage autour des Vosges. Ça va prendre énormément de choses en compte. Ça ne va pas prendre juste le nombre de fois où c'est recherché sur Google, mais il y a plein de facteurs qui vont être pris en compte pour analyser l'évolution du centre d'intérêt autour des villes, des départements. Voilà. Donc, c'est vraiment un super outil. Et enfin, le dernier qu'on donne, qui est Google Trends, qui permet d'analyser la saisonnalité d'une requête. Pour moi, je pense que c'est vraiment l'outil le plus puissant
Il permet vraiment d'analyser non pas un volume de recherche, on va voir juste après un outil pour analyser un volume de recherche. Ce que j'entends par volume de recherche, c'est le nombre de fois où une requête elle est tapée. Par exemple, ici, on a 2 requêtes. On a billet d'avion et on a billet de train. Un volume de recherche, ce serait savoir combien de fois billet d'avion est recherché sur Google. Une saisonnalité, c'est ce qu'on voit juste en dessous, c'est des courbes où on peut voir, par exemple, peut-être que billet d'avion, c'est recherché beaucoup plus en été et beaucoup moins en hiver. Et là, ce qui est génial, c'est que, par exemple, si on tape la requête camping, vous pouvez le faire de votre côté. On va voir qu'il y a des gros pics de saisonnalité en été, mais des pics de saisonnalité beaucoup plus faibles, beaucoup plus bas en hiver. Ça peut paraître logique, mais poser certains mots-clés sur cet outil, ça va vraiment nous permettre de se rendre compte de saisonnalité et de où est-ce qu'il faut peut-être investir en publicité ou mettre un petit boost de visibilité sur certaines saisons pour pouvoir prendre cette part de marché qui est plus grande si la saisonnalité est plus forte. Une autre possibilité avec cet outil, c'est de comparer 2 mots-clés. Ici, par exemple, on va comparer billet d'avion et billet de train. Et le billet d'avion, qui est la courbe en bleu, et billet de train, qui est la courbe en rouge, on voit que le billet de train est beaucoup, beaucoup plus recherché que le billet d'avion. On voit qu'il y a eu une grosse baisse, donc je ne vois pas la date, mais il me semble que c'est lié au Covid, où il y a eu une grosse, grosse baisse dans les billets de train. Il faudrait analyser, mais voilà un petit peu la typologie de courbe qu'on retrouve sur cet outil-là. Je vais vous donner un exemple, j'en ai pas vraiment dans le tourisme, mais par exemple, voilà, un commerçant qui vend des drones. Pour lui, un drone, ça s'appelle un quadricoptère parce qu'il est professionnel et que le nom professionnel d'un drone, c'est un quadricoptère. Et s'il fait son site de e-commerce en appelant ses produits quadricoptères, il va faire beaucoup moins de ventes et beaucoup moins de visibilité que si il appelait ses produits drone. Et s'il avait fait une recherche grâce à l'outil Google Trends en analysant la différence entre le mot-clé drone et le mot-clé quadricoptère, il se serait rendu compte que le mot-clé quadricoptère était infiniment moins recherché que le mot-clé drone. Donc voilà un peu l'utilité de cet outil et je vous invite vraiment à le noter et à l'utiliser si vous hésitez entre 2 termes de recherche ou même pour analyser la saisonnalité des mots-clés. Je vous en parlais juste avant des volumes de recherche et là, on vous donne l'outil de Neil Patel qui s'appelle Ubersuggest. Alors, cet outil va vous permettre d'avoir des volumes de recherche, c'est-à-dire une estimation du nombre de fois où les gens tapent une requête sur Google. C'est-à-dire qu'ici, là, on analyse la requête location de vacances sur la capture d'écran qu'on retrouve à droite. Et on a une estimation du volume de recherche de 9 900, presque 10 000 recherches par mois. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 personnes tous les mois qui recherchent le mot-clé location de vacances sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est positionné dans les 3 premières positions sur cette requête-là, on va avoir énormément de visiteurs sur notre site. Ce n'est pas la recherche la plus ciblée parce que location de vacances, peut-être que quelqu'un veut une location de vacances avec piscine, peut-être qu'il veut une location de vacances dans les Vosges, une location de vacances, bref. Ce n'est pas très affiné comme recherche, mais ça a le mérite d'avoir énormément de volume de recherche par mois. Il y a des mots-clés qui ont beaucoup moins de volume de recherche, par exemple location de vacances en Bretagne, mais typiquement, si on est positionné dessus et qu'on est dans cette thématique-là et qu'on est en Bretagne, globalement, on va peut-être beaucoup mieux convertir que si on était sur une requête plus large. Donc là, tout l'enjeu, grâce à cet outil, ça va être de déceler des mots-clés qui ont un certain volume de recherche tous les mois et qui, en plus de ça, ont une concurrence assez faible où vous allez pouvoir vous positionner dessus et qui correspond à votre offre. Si par exemple, vous louez un gîte avec une piscine proche de Montpellier, peut-être que location de gîte avec piscine proche de Montpellier, ça serait le bon mot-clé pour vous. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de volume de recherche, mais ça sera un bon mot-clé. Et toute cette recherche de mots-clés, on peut le faire grâce à Ubersuggest. Je préfère préciser, mais cet outil est payant dans la limite de 3 requêtes gratuites par jour. Donc, vous pouvez analyser 3 requêtes gratuitement tous les jours.
Mais globalement, on peut très bien faire une analyse de 3 mots-clés tous les jours grâce à cet outil, de façon totalement gratuite. Et une petite astuce, il ne faudra pas dire que je vous l'ai dit, mais en se mettant en navigation privée, on bénéficie de 3 recherches en plus gratuitement. Un autre outil qu'on vous donne, c'est Answer the Public, qui permet de trouver des questions autour d'un mot-clé un peu générique. Ça va nous permettre d'identifier les questions que les utilisateurs et que les internautes se posent autour du voyage, d'une destination, de sélectionner des requêtes qui peuvent être pertinentes et enfin de créer un contenu qui va répondre à ces questions. J'en parlais un petit peu avant de l'utilité d'avoir un blog sur un site. Par exemple, si j'ai un site de location de gîte, je peux intégrer un blog et faire un blog sur les activités à faire autour de mon gîte, l'histoire du village dans lequel est mon gîte. Et pour trouver toutes ces questions que les gens se posent, vont aller taper dans le moteur de recherche, on peut utiliser cet outil Answer the Public. Et là, on voit par exemple, on a tapé la requête Bordeaux. Et par exemple, dans comment, on a comment voir Bordeaux-Nantes, comment éviter Bordeaux en voiture, comment regarder Bordeaux-Nantes. Bon, on va avoir plein d'idées de sujets à traiter autour de la ville de Bordeaux. Vous pouvez par exemple taper le nom du village, le nom de la ville, ou par exemple n'importe quelle requête un petit peu large sur lesquelles vous voulez créer du contenu. Vous pouvez également créer du contenu sur les réseaux sociaux grâce à Answer the Public, trouver des idées de contenu. Enfin, c'est vraiment un super outil qui va vous donner des idées de questions que les gens se posent pour créer du contenu autour. Maintenant qu'on a vu un petit peu les outils qui vont vous permettre d'analyser les recherches et les comportements des utilisateurs, on va voir les différents leviers digitaux que vous pouvez utiliser pour attirer les nouveaux voyageurs. On va voir l'importance de la recherche et les tendances. On va voir vraiment à quel point il y a vraiment une importance sur la recherche. Avant de commencer, quelques chiffres qui vont être parlants. Un parcours d'achat sur 2 commence par une recherche en France. C'est juste énorme. Il y a la moitié des parcours d'achat qui vont commencer par une recherche. 87% des voyageurs utilisent un moteur de recherche au moment de leur parcours d'achat. Donc, on est presque sur du 90%, 9 personnes sur 10 qui vont utiliser un moteur de recherche pour programmer un voyage ou voilà, pour leur parcours d'achat dans le tourisme. Avant, les gens, ils allaient en agence et ils ne passaient pas forcément par des moteurs de recherche. Quasiment tout le monde aujourd'hui le fait. Et enfin, 50% des requêtes liées au voyage s'effectuent sur mobile. On parle de mobile first. On le verra un petit peu, mais il y a vraiment un essor du multi-device et de plus en plus sur le téléphone. C'est vraiment le support à privilégier, car quasiment tous les utilisateurs utilisent un mobile pour faire des recherches. 3 tendances de la recherche pour le voyage à prendre en compte. Premièrement, la recherche, on dit qu'elle est de plus en plus personnelle. Quand on parle de recherche de plus en plus personnelle, on parle de requêtes qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus personnelles. Par exemple, location de gîte proche de moi, location de gîte avec chien. On a des requêtes beaucoup plus longues et qui vont être basées sur, voilà, si j'ai un chien, je vais poser la question sur le chien. On parle des requêtes un petit peu long train et va falloir prendre en compte cette nouvelle habitude. Et je n'ai plus le chiffre en tête, mais il me semble que c'est de l'ordre de 10 à 15% par jour de nouvelles requêtes qui sont tapées sur le moteur de recherche. C'est-à-dire que tous les jours, il y a 10 à 15% des requêtes tapées qui n'avaient jamais été tapées auparavant sur Google. C'est des recherches qui vont être très, très peu recherchées, mais ça prouve à quel point, de plus en plus, les gens ont compris qu'en tapant des recherches très ciblées, avec chien, avec piscine, proche de moi, tout ce genre de requêtes, Google arrive à
donner des résultats de plus en plus pertinents qui répondent aux besoins personnels lorsqu'on tape la bonne requête. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Et bah, par exemple, notamment dans la recherche de mots-clés ou dans le contenu de nos pages, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur notre site web ou notre fiche d'établissement dans les services, on va pouvoir rajouter tous ces petits services plus longs et plus sur le côté personnel. La recherche, elle commence bien avant la conversion. Là, je pense que je ne vous apprends rien là-dessus. Et on en parlait juste avant, mais la recherche, elle est de plus en plus fragmentée et multi-appareils. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. On parlait du mobile juste avant, et notamment du mobile first. Il va falloir déjà, dans un premier temps, voir si son site il est dit responsive. Ce qu'on appelle responsive, c'est lorsque un site Internet est adapté à l'affichage mobile. Je ne sais pas si avant, parce que maintenant de plus en plus de sites sont adaptés au mobile et Google met de moins en avant les sites qui ne sont pas mobile first, qui n'ont pas un responsive design, qui ne sont pas adaptés au format mobile. Donc, du coup, on en voit de moins en moins et c'est aussi également très important de faire attention que son site est adapté mobile. Sinon, Google va nous mettre beaucoup moins en avant. Mais si on tombe sur un site Internet et qu'on est obligé de zoomer pour afficher les éléments et que le format n'est pas adapté, c'est vraiment pas bon du tout et on a vraiment une mauvaise expérience client dessus. Donc, il y a vraiment ça à prendre en compte. Et aujourd'hui, on peut être dans le métro, commencer son parcours d'achat, surtout dans le tourisme. On a vu qu'il y a vraiment beaucoup de phases, plus de 40 recherches avant une conversion. On va peut-être le soir être sur le téléphone, commencer sa recherche sur le téléphone, arriver à la maison, continuer sur l'ordinateur quand on est un peu plus posé dans le canapé. Donc voilà, vraiment bien prendre en compte que la recherche, elle est fragmentée, elle est multi-appareil et qu'il va falloir adapter son site sur mobile, sur les réseaux sociaux, sur chacun des différents appareils. On va privilégier les réseaux sociaux sur le mobile, le côté un peu plus site web et site web fiche d'établissement pour l'ordinateur et avoir toute cette visibilité qui est cohérente à travers chaque appareil. On va voir un petit peu les questions que les internautes se posent tout au long du fil du parcours client qu'on avait vu juste avant. Par exemple, dans l'aspiration, les questions que peuvent se poser les internautes, où partir cet été, par exemple? Quand voyager aux États-Unis? Où partir cet été? On voit vraiment que la question, elle est extrêmement large. Dans la phase aspiration, on va vraiment cibler des requêtes qui sont très, très larges. Le prospect ne sait même pas réellement ce qu'il veut. Il ne sait peut-être même pas où est-ce qu'il a réellement envie de partir. C'est juste qu'il a envie de voyage. Et on le voit dans ces requêtes-là. Quand voyager aux États-Unis, quel voyage faire en famille, où voyager en France, les villes médiévales en France, que faire en Bretagne, où partir tout seul, top 10 des destinations soleil, idées de destinations pas chères. Bref, tout ça pour vraiment comprendre qu'on va aller chercher des requêtes très, très larges. Et par exemple, il y a la dernière question qui n'est pas vraiment une question, qui est plutôt un top 10. Ça, c'est une bonne pratique. Les gens adorent tout ce qui est top, tout ce qui est meilleure activité, top 10 des activités à faire, que ce soit sur des contenus à faire sur les réseaux sociaux ou via sur le site Internet. Et se positionner sur cette étape du parcours client, ça peut être extrêmement intéressant dans le but de pourquoi pas faire ce qu'on appelle des call to action. Je t'en parlais juste avant et je vais reprendre l'exemple d'une personne qui fait de la location de gîtes, qui a un blog autour de Montpellier sur les activités à faire, le top 10 des destinations proches de Montpellier, etc. Il peut par exemple faire un bouton dit d'appel à l'action vers ses services. Et même derrière un blog, j'ai souvent vu ça, moins 20% pour nos lecteurs, ou voilà un code promo, quelque chose qui va les inciter à l'achat de notre service. Donc, mais vraiment, on peut capter ce trafic-là via une partie blogging sur des requêtes un peu plus larges. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Au niveau de la prise de décision, les questions
que les gens vont se poser, ça va plutôt être que faire à Paris. Donc là, la personne, elle sait qu'elle veut aller à Paris, mais elle ne sait pas encore quoi faire, elle ne sait pas encore les activités. Et si par exemple, vous, que ce soit dans votre camping, si vous avez un camping ou un gîte, que vous proposez des activités à côté, que ce soit, je ne sais pas vraiment, vous pouvez vous positionner là-dessus et parler de vos services, de vos activités euh, et mettre en avant, vous positionner sur ces requêtes-là et mettre en avant votre service ou votre produit. On a meilleur hôtel à Hanoï, choses à faire en Californie, activité Dubaï, lieu incontournable à Marseille, prix location van Paris-Bordeaux, maison d'hôte prix Biarritz. Voilà, on voit que là, on n'est plus sur de la requête extrêmement large. On voit qu'il y a déjà une petite prise de décision, mais qu'on va chercher encore à un petit peu affiner. Par exemple, une chose à faire en Californie, on sait qu'on veut aller en Californie, mais on ne sait pas encore quoi faire. Les lieux incontournables à Marseille, on va vraiment être dans une phase de recherche d'activités, mais également de recherche de gîtes. Par exemple, je sais que je veux aller à Montpellier, meilleur gîte proche de Montpellier, etc. C'est vraiment être des requêtes dans cette phase de prise de décision. Je sais ce que je veux faire, mais je ne sais pas encore quel produit, quel service, quel logement avoir. Et là, c'est vraiment extrêmement intéressant de se positionner dessus. La recherche au fil, là, on est sur la préparation du voyage. Et là, ça va plutôt être que prendre pour bivouac. Quelles sont les meilleures chaussures pour le GR20? Les navettes à aéroport Beauvais, location de voiture Marseille. Comment prendre l'avion avec un bébé? Là, vraiment, ça va être des questions beaucoup plus concrètes sur des micro-problèmes. C'est-à-dire, on est sur la préparation de voyage, on sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller, on sait globalement les restaurants, les activités. On va se poser des questions sur les freins. Là, je reprends mon exemple de chien, mais par exemple, je veux voyager avec mon chien ou mon bébé. Mon bébé, ça ne va pas trop poser de problème, mais si par exemple, je loue un gîte, le fait d'accepter les chiens, si vous le faites, ça peut être un gros atout à mettre en avant. Par exemple, ça pourrait être la question gîte qui accepte les chiens. Je n'ai pas trop d'autres idées là-dedans, mais voilà, ça va vraiment être des problématiques très précises. Et là, vous pouvez créer du contenu autour de ces recherches sur le fait de mettre en parallèle et en comparaison avec les concurrents où vous avez votre carte à jouer là-dessus parce que sur ce problème très précis, vous y répondez. Par exemple, sur l'exemple du chien, vous acceptez les chiens dans votre gîte, dans votre camping, etc. Et ensuite, au niveau du voyage, meilleur restaurant Bordeaux, office de tourisme Périgueux, activité à Narbonne, ou sortir le soir à Montpellier, métro Paris. Là, globalement, c'est toutes les questions que vont se poser les personnes lors du voyage. Par exemple, voilà, je me suis gardé un soir off. Tiens, j'ai envie de manger au restaurant, meilleur restaurant. Et là, le référencement local va y jouer. Je ne sais pas si c'est le cas de certains parmi vous, si vous avez un restaurant aussi intégré à votre gîte, camping, etc. Mais globalement, ça peut être intéressant de dissocier l'activité du restaurant, de faire par exemple une fiche d'établissement à côté et de positionner notre restaurant sur cette phase de voyage, les activités à faire, etc. J'en profite pour vous poser une petite question dans le chat. Je vais y regarder. Est-ce que tout le monde a une fiche d'établissement? Ceux qui ont une fiche d'établissement, vous pouvez dire oui, et ceux qui n'ont pas de fiche d'établissement, vous pouvez dire non. Comme ça me donnera une petite idée. Ok, oui, 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 non, non. Ok, je vois vraiment la plupart, oui. Super. Ok, une grande majorité de oui. J'avais juste une question, je vais m'arrêter 2 secondes. C'est quoi une fiche d'établissement? Ok, super, parce que justement, j'en parlais et je me suis posé la question. Une fiche d'établissement, en fait, et on va le voir juste après, mais c'est la fiche qui apparaît lorsqu'on va taper, par exemple, le nom d'un restaurant. Ce n'est pas un résultat bleu qui va apparaître, mais c'est une fiche avec les avis directement intégrés, des photos de l'établissement. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va le voir juste après dans cette présentation-là, mais ça permet de se référencer localement.
Contrairement au site internet où on va parler vraiment de référencement, on va se positionner sur des requêtes, la fiche d'établissement, elle va se permettre de se référencer localement. Et donc là, pour ceux qui ont une activité intégrée à votre hébergement, que ce soit par exemple, je pensais au restaurant, un petit tip, c'est une petite astuce, je ne sais pas si là, vous l'avez déjà fait, mais c'est de créer une deuxième fiche d'établissement uniquement sur le restaurant. Parce que si quelqu'un recherche, enfin, si vous avez le gîte et le restaurant qui est intégré à la même fiche d'établissement, quelqu'un qui tape restaurant, votre fiche d'établissement, elle ne va pas forcément apparaître. Donc voilà. Maintenant qu'on a vu un petit peu les questions que se posent les gens lors du parcours client, on va voir comment être plus visible sur les moteurs de recherche. Là, on va chercher vraiment de la visibilité. On parlait de fiches d'établissement juste avant et je voulais un petit peu attendre cette slide parce qu'on va voir un petit peu toutes les façons d'être positionné sur Google. Ici, quand on tape hôtel, Campanile, Rennes, Centre-Gare, on va avoir premièrement des résultats publicitaires. On le voit, je ne sais pas si on voit ma souris, mais c'est juste ici. Et on voit annonce à côté du résultat de recherche. Donc ça, c'est quelqu'un qui va payer un emplacement. C'est sur Google, donc on parle de Google Ads. Et la personne, elle va en fait louer cet emplacement-là. Moyennant enfin, on parle de CPC. Généralement, Google, c'est pas généralement, Google, on paye au clic. On ne va pas payer à l'affichage, on va payer quand quelqu'un va cliquer sur notre annonce. Et c'est un système d'enchère, c'est-à-dire si je suis prêt à mettre 0,30 centimes sur une requête et que mon concurrent, lui, il est prêt à mettre 0,25, je vais être affiché plus que lui. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte avec un score de qualité, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on a une présentation qui est dédiée à Google Ads, mais il faut se rendre compte qu'il y a ces résultats publicitaires, que ça peut être intéressant pour vous. On en parlait juste avant de Google Trends, mais par exemple de se positionner en publicité sur les mois où il y a vraiment une forte saisonnalité, un fort pic de recherche sur votre activité. Je pense éventuellement, même principalement en été globalement, mais voilà, ça peut être intéressant d'avoir ça en compte. Et on dissocie les liens annonces avec la petite mention annonce juste en haut. Juste en bas, on a un résultat qui est dit naturel. Un résultat naturel, on parle également de SEO ou de référencement naturel. Alors, le référencement naturel, c'est l'ensemble des stratégies, des méthodes et du travail que vous allez faire sur votre site Internet pour être le mieux référencé possible, le plus haut dans les positions Google. Là, par exemple, Hôtel Campanile, Rennes, Centre-Gare de Rennes. Bon, là, globalement, c'est le site internet du restaurant qui se positionne en premier, c'est assez logique. Mais si je tape location de gîte à Montpellier, le référencement naturel, ça va être le fait d'optimiser son site web pour être le plus haut possible sur cette requête-là. Généralement, on essaye d'être dans les 3 premières positions. Généralement, quand on est sur la 2e page de Google, on fait très, très peu de visites. Donc, le but, ça va être d'être positionné le plus haut possible. Pour ça, on a également une conférence sur le référencement naturel. Et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder notre replay sur la chaîne YouTube pour en apprendre davantage. Et on verra à la fin si vous voulez prendre un coaching également sur ça. Ensuite, on a la fiche d'établissement. En haut à droite, on la voit. Donc, pour ceux qui me demandaient qu'est-ce qu'une fiche d'établissement, c'est exactement ça. Quand on tape des recherches sur Google, on a cette petite fiche qui apparaît avec le nombre d'avis, ça redirige vers le site web. On a une possibilité de demander un itinéraire. Donc, ça, très, très important pour les gens qui veulent se rendre dans le gîte. Ils ont juste à taper votre nom, cliquer sur itinéraire et Google Maps les envoie directement. Et la possibilité d'appeler. Donc ça, c'est en fonction des informations qu'on va renseigner sur cette fiche d'établissement. Mais voilà, on a la fiche d'établissement qui va être plutôt sur du référencement local. Donc là, on parlait juste avant de référencement payant et de référencement naturel. Là, on va vraiment se positionner sur des requêtes, alors que la fiche d'établissement, quand on va taper « restaurant proche de moi »,
eh ben, c'est la fiche d'établissement qui va vous référencer sur ce type de requête dite locale. Et en bas, on a les résultats publicitaires à la fiche d'établissement où il y a des marques qui vont venir se positionner en publicité pour réserver une chambre. Ensuite, un autre exemple de page de résultats de recherche. Donc là, c'est exclusivement des fiches d'établissement qui vont apparaître en premier. Par exemple, si on tape hôtel Rennes Campanile, bah, directement Google il va détecter qu'on recherche un hôtel, qu'on est sur de la recherche locale. Et là, directement, il va nous afficher une carte Google Maps avec les établissements juste en dessous. Donc voilà, c'est un peu les deux types. Pour créer votre fiche d'établissement, voilà, s'assurer d'une présence en web et une visibilité accrue, vraiment, la fiche d'établissement, c'est ce qu'on va privilégier quand on est dans le tourisme. Disons que le référencement local, c'est vraiment le vecteur qui va apporter le plus de trafic. Le B à bas, c'est vraiment d'avoir une fiche d'établissement. Donc, pour ceux qui n'en ont pas, je vous renvoie également vers une conférence dédiée exclusivement à la fiche d'établissement qui est disponible en replay sur notre chaîne YouTube, qui va vous accompagner dans la création de cette fiche d'établissement et comment l'optimiser et la paramétrer. Mais elle permet d'être bien référencée localement, de donner une image positive, d'interagir avec les internautes, de partager des actualités, de consulter des statistiques. On parlait juste avant du post-voyage et de la e-réputation, de la réputation en ligne. Cette fiche d'établissement, elle va vous permettre de récolter des avis. Là, je vous invite à répondre aux avis. J'ai une statistique, il y a 9 personnes sur 10 qui consultent la réponse des propriétaires sur un commentaire, sur un avis sur Google. C'est-à-dire que 9 personnes sur 10 vont lire l'avis et vont surtout s'intéresser à la réponse du propriétaire. Donc, si vous avez un mauvais avis, n'hésitez surtout pas à y répondre. Même ce n'est pas une question de ne pas hésiter, c'est vraiment une excellente pratique de répondre à tous les avis, qu'ils soient bons ou mauvais. Et ça participe également au bon référencement de la fiche d'établissement. Partager les actualités, il y a un petit onglet actualités, on peut partager des actualités sur sa fiche d'établissement et consulter les statistiques. Grâce à cette fiche d'établissement, on peut voir où est-ce qu'on est apparu. On peut avoir une estimation des recherches. Si on est apparu beaucoup de fois sur location de gîte, Béziers, on sait que cette requête-là, elle est intéressante. Et pourquoi pas d'ailleurs trouver des mots-clés intéressants sur lesquels se positionner en référence naturelle ou en référencement payant pendant les pics de saisonnalité. Mais vraiment, cette fiche d'établissement, c'est vraiment le b.a-ba quand on a une activité physique, un gîte, un hôtel, un camping. Il faut vraiment avoir une fiche d'établissement. C'est vraiment le contact entre les utilisateurs et l'établissement et vous en ligne. Vous pouvez également vous référencer localement sur différentes plateformes. On a Airbnb, Instagram, Facebook, donc les réseaux sociaux, Gîtes de France, Le Figaro. Cette slide, elle est là pour vous dire qu'il y a plein de sites qui existent également pour aller chercher du référencement. Il faut vraiment comprendre que quand on cherche à aller dans le numérique, à digitaliser son activité, ce qu'on va rechercher avant tout, c'est de la visibilité. Et l'objectif, c'est de cumuler les leviers et les vecteurs de trafic pour être visible le plus possible sur Internet. On ne va pas chercher à faire que de la fiche d'établissement. On va essayer vraiment d'avoir un univers cohérent, peu importe le temps que ça nous prend, mais d'être présent sur la fiche d'établissement grâce à notre site Internet, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Le but, on va aller chercher un maximum de visibilité. N'hésitez pas également à mettre la réservation en ligne en place sur votre site Internet. Donc, pour ce faire, on a des plugins qui existent. Je vous invite à prendre une capture d'écran de cette slide si vous voulez voir les différents plugins qui peuvent vous permettre de faire de la réservation en ligne directement depuis votre site web. Mais si vous avez un WordPress, alors il y a WooCommerce qui est une extension pour faire du commerce en ligne. Je ne sais pas si il y a possibilité de mettre une réservation sur WooCommerce. Mais voilà, il y a des plugins qui existent pour intégrer un formulaire de réservation directement depuis votre site Internet.
Et sinon, vous pouvez passer par les différentes applications de référencement local, que ce soit Airbnb, Booking, Expedia, etc., qui vous permettront d'avoir une plateforme de réservation en ligne. On en parlait juste avant, mais créer un blog inspirationnel, ça peut vraiment attirer un trafic qui est pertinent pour votre site Internet. Donc, ça peut être vraiment intéressant, soit de l'intégrer directement au site Internet, soit d'en avoir un à côté qui redirige vers votre service, vos produits, etc. Mais on a vraiment le blog qui va pouvoir toucher l'utilisateur dans sa phase un petit peu inspiration, un petit peu au début du tunnel et du parcours client dans le tourisme. Mais ça va vraiment être une plus-value, le fait d'apporter de l'information à nos utilisateurs. On peut voilà, faire la promotion des produits et des services et fidéliser des visiteurs. Le blog, en fait, ce qui marche très, très bien, c'est que contrairement à une page où on a quelque chose à vendre, le blog, c'est beaucoup moins agressif parce qu'on on va donner de la plus-value, on va donner de la valeur à nos utilisateurs sans rien en contrepartie. Enfin, il peut y avoir quelques appels à l'action, mais globalement, on va faire un gros travail pour nos utilisateurs, que ce soit en leur listant les meilleures activités, en leur donnant de l'inspiration, etc. Mais tout ça gratuitement. Ils ne sont pas obligés de payer pour lire votre contenu. Donc, vous leur donnez de la valeur gratuitement. C'est pour ça qu'un blog, ça marche extrêmement bien. Et même, on parlait un petit peu de référencement naturel. Mais le fait d'avoir un blog, de créer du contenu, ça va vous permettre de mettre à jour fréquemment votre site Internet. Et Google adore la fraîcheur. Donc, le fait de rajouter de la fraîcheur constamment, ça va faire que vous n'aurez pas un site en train d'un petit peu mourir un peu à l'abandon. Il y aura constamment du nouveau contenu. Et en plus de ça, si vous travaillez bien vos blogs, ils vont se positionner et ça va venir faire un peu un effet boule de neige qui va apporter de plus en plus de puissance à votre site. Et vous allez de mieux en mieux vous positionner sur votre site web et sur les pages un peu plus transactionnelles. Si par exemple, vous avez une page location de gîtes proche de Montpellier. Le fait d'avoir un blog derrière qui va venir ajouter plein de contenu et faire remonter de la puissance en fait au site, ça va vraiment aider. Donc voilà, le blog inspirationnel à prendre en compte, c'est vraiment une grosse plus-value sur tous les aspects. Tristan, Ouais. Tristan, il y a une petite question que je trouve intéressante là, de Marc qui pose la question, est-ce que le blog est plus important que les pages dédiées activités sur le site, par exemple, d'un point de vue SEO? D'un point de vue SEO uniquement ou d'un point de vue Ouais, transactionnel? en gros, est-ce qu'il vaut mieux sur ton site avoir un blog dans lequel tu as des articles qui parlent de telle activité, ou bien c'est mieux d'avoir des fiches activités, des pages dédiées à cette activité sur ton site? Disons qu'en fait, le gros avantage du blog en référencement naturel, c'est que c'est des pages où on va pouvoir mettre énormément de contenu. Et il y a une blague en référencement naturel qui dit que Google est un obsédé textuel et il comprend beaucoup mieux le texte que n'importe quel autre type de contenu. Et les blogs, ça va être des pages qui vont nous permettre de mettre beaucoup de contenu et d'optimisation en référencement naturel. Donc, ça peut être une bonne stratégie de créer du contenu autour, de le positionner et de renvoyer vers le produit. Disons qu'un contenu sous le format blog où on va vraiment pouvoir optimiser son contenu, optimiser les balises. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ce n'est pas le but de cette présentation, mais c'est des pages qui sont beaucoup plus légitimes de par la longueur du contenu et le format à se positionner, qui sont beaucoup plus faciles à faire positionner. Donc, je ne dirais pas qu'elles ont plus d'importance. Moi, par exemple, si je prends un parallèle sur mes sites de e-commerce, je me sers du blog pour aller pousser mes pages transactionnelles. C'est-à-dire que je vais avoir, par exemple, je sais pas, un site dans la décoration industrielle. J'ai une collection de lampadaires industriels. Ben, je vais faire plein de contenus informationnels autour des luminaires pour venir enrichir mon site sur cette thématique-là et faire monter mes pages dans les résultats de recherche. Donc, je pense qu'il n'y a pas quelque chose de plus important l'une que l'autre, mais de les faire travailler en synergie. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais voilà. Juste regarder. OK. Donc maintenant, on va voir la partie réseaux sociaux et influenceurs pour communiquer et inspirer.
Alors, premièrement, on va faire un focus sur Facebook. Déjà, avant de commencer, est-ce que vous pouvez me faire un oui-non et me dire qui est-ce qui est sur Facebook, qui ne l'est pas? Est-ce que vous avez déjà utilisé Facebook? Ok, donc je vois oui, 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 oui. Ok, grosse majorité de oui. Ok, Facebook, Insta, non, oui, 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 oui. Ok. Bon, globalement, on a une grosse majorité de oui et être présent sur les réseaux sociaux, ça fait partie vraiment d'un tout. On parlait du multi-device, mais aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'être présent partout, d'aller chercher de la visibilité partout là où elle est. Et Facebook, pourquoi on le met en premier et pourquoi globalement, c'est vraiment important d'avoir une page Facebook? C'est le premier réseau social. C'est un réseau social qui va permettre de développer la notoriété et la visibilité, fidéliser des clients, pouvoir leur envoyer des news on peut regarder le marronnier pour la fête des pères ou faire des petites annonces pour, disons, les gens qui ont déjà acheté chez nous, notre audience, pouvoir les relancer. Donc, c'est vraiment intéressant d'être sur Facebook. C'est vraiment quelque chose à privilégier. Ça permet d'inciter à passer à l'action, de mieux connaître ses clients et surtout de fédérer une communauté. On parle énormément de communauté sur Facebook. Et là-dessus, vraiment dans une présence sur les réseaux sociaux, je vous invite à vraiment créer des pages et du contenu sur Facebook. Globalement, le système sur les réseaux sociaux, c'est à peu près tout le temps la même chose. Surtout, la clé, c'est pas le nombre de contenus qu'on va poster en une fois en one shot. C'est pas parce que je vais poster 100 contenus en une journée, je vais faire que ça toute la journée, que je vais avoir plus de visibilité que si j'étais régulier. Enfin, que si je postais ces 100 contenus sur 2 ans, par exemple. La clé dans les réseaux sociaux, c'est vraiment la régularité. Et on va chercher à envoyer du contenu tout le temps. Ça peut être 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Évidemment, si vous avez la possibilité de mettre 3 fois par semaine des contenus sur vos réseaux sociaux, vous irez plus vite que quelqu'un qui en mettrait qu'une seule fois par semaine. Mais si vous voulez développer votre activité sur les réseaux sociaux, la clé, ça va vraiment être la régularité. Également, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas non plus le but de cette présentation de rentrer vraiment dans quelque chose de très poussé sur les réseaux sociaux. Mais il faut savoir que le type de contenu que les gens recherchent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas des appels à l'action. On a une loi de Pareto, on est sur du 80-20 et on va donner 80% de valeur à ses utilisateurs et seulement 20%, pendant 20% de nos contenus, on va parler de nos produits ou de nos services. Mais ce que les gens recherchent à travers les réseaux sociaux, c'est le côté un peu plus humain, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière le gîte, de voir l'envers des coulisses, d'être informé, etc. Donc, du coup, voilà un petit peu pour Facebook. Instagram, également très important d'être présent sur Instagram. Ici, ça va être un réseau social basé sur les images. On va mettre en valeur un peu son activité, son gîte. Si on a un restaurant, les plats du restaurant. C'est également là-dessus qu'on va pouvoir, je parlais juste avant, de dévoiler les coulisses. Mais ça marche extrêmement bien pour rapprocher un peu l'utilisateur et briser la barrière et apporter un côté un peu plus humain, de dévoiler les coulisses et ce qu'il y a l'envers du décor derrière notre activité. Créer du lien, favoriser les échanges. On parle de marketing d'influence. Instagram, c'est vraiment un super réseau social, surtout sur ce côté inspirationnel, vraiment à privilégier. Si on veut parler des différentes activités, on peut faire également du contenu sur Instagram avec des balades en vélo, la possibilité, je ne sais pas si dans votre gîte, il y a des vélos à disposition, mettre des photos, des balades au bord du canal du Midi, où j'ai des idées qui me passent par la tête, mais je pense que vous serez plus à même de trouver des contenus qui forment sur Instagram. Mais vraiment, l'avantage de ce réseau social, c'est le fait d'avoir une photo et qu'une photo, que ce soit un réseau social basé sur la photo et qu'une image vaut 1000 mots et que ça peut vraiment, on peut vraiment donner des sentiments et inspirer les gens à travers nos pages Instagram. Alors, un petit tips, mais Pinterest, c'est vraiment un réseau social qui est extrêmement intéressant. Ça permet de générer un énorme trafic via son site web et de booster le référencement naturel.
Sans rentrer dans les détails, il y a plusieurs types de liens et on va dire que quand on clique sur une image Pinterest, ça va renvoyer vers le site internet, mais ce n'est pas vraiment pris en compte par Google. Ce qui va être pris en compte par Google, c'est qu'il va y avoir énormément de clics. Quand on fait une bonne stratégie sur Pinterest, ça va générer énormément de clics et de visiteurs sur le site internet. Et ça va vraiment permettre de booster le référencement naturel, puisque une des étapes, enfin une des clés pour améliorer le référencement naturel, c'est le nombre de visites. Ce n'est pas le facteur le plus important, sinon aucun site n'arriverait à dépasser Amazon et les géants du web qui font des millions et des millions de visiteurs par mois, mais ça rentre quand même en compte. Donc, ça permet de développer la notoriété, la visibilité, de mettre en valeur les produits ou les services et de maximiser les conversions. Et là, globalement, c'est aussi un réseau social basé sur l'image. Il me semble que 80% des utilisateurs de Pinterest sont des femmes. Donc, c'est quand même une métrique à prendre en tête. On est plus sur un réseau social qui s'adresse principalement à un profil féminin et qui va vraiment booster le site internet. Donc, à prendre en compte, pourquoi pas intégrer dans une stratégie. Et l'avantage, c'est qu'on peut, par exemple, lorsqu'on va poster une image sur Instagram, la poster également sur Pinterest, la recycler. Et ça, c'est vraiment un bon conseil quand on est sur les réseaux sociaux, c'est de créer un contenu un peu plus grand et pouvoir le redécouper en plus petits contenus. Par exemple, si je fais une vidéo YouTube, je vais pouvoir la redécouper en short pour la mettre sur TikTok, Instagram, et enfin, sous le format un peu short, un peu réel. On peut également en faire des photos d'une vidéo, la poster sur Pinterest et sur Instagram. Donc voilà, on peut réutiliser des contenus sur plusieurs réseaux sociaux. Et Pinterest, pareil, ça va être vraiment la régularité qui va faire qu'on aura de plus en plus de visibilité pardon, sur nos photos et de plus en plus de clics vers le site web. J'en parlais juste avant, mais YouTube, ça peut vraiment permettre d'avoir une super visibilité en ligne. Le gros avantage de YouTube, c'est un format vidéo beaucoup plus long, sous le côté un peu vlog, et on peut vraiment faire du contenu inspirationnel. On peut mettre un visage, des sentiments et une émotion sur un gîte. Par exemple, si on fait de plus en plus, je vois ça, mais des établissements qui font une visite guidée en drone de l'intérieur de leur établissement. Et on retrouve cette vidéo-là sur YouTube et ils la mettent en avant sur le site internet. Mais on va pouvoir faire vraiment des vidéos. Et ce que j'adore avec YouTube, c'est qu'on a vraiment ce côté humain. Quand il y a quelqu'un derrière la caméra qui parle, par exemple, on voit son visage, ses émotions. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, de créer une chaîne YouTube sur l'établissement, de faire une petite vidéo avec les différentes activités à faire autour de la ville, etc. Ici, les avantages de YouTube, on peut développer une communauté sous le format des abonnements, mettre en avant une expertise. Je parlerai même de mettre en avant des activités et de l'inspiration et d'offrir surtout un contenu qui est à forte valeur ajoutée. Enfin, TikTok, c'est un peu le petit nouveau. Ça permet de faire énormément de visibilité. Maintenant, c'est extrêmement compliqué d'engager une audience sur TikTok. Les gens déconnectent vraiment leur cerveau sur TikTok encore plus que sur les autres réseaux sociaux. Et c'est très compliqué d'arriver à engager, de sortir l'utilisateur de son scroll, en fait, de sa navigation sur le réseau social. Mais ça permet vraiment de pouvoir développer le côté visibilité et notoriété. Si une personne, elle vous a vu sur Instagram, sur Facebook, elle vous a vu sur le blog et qu'ensuite elle revoit des TikTok inspirants, ça peut être intéressant de lancer un TikTok, mais vraiment à garder en tête que c'est quand même beaucoup plus compliqué d'arriver à engager les gens sur ce réseau social. Et ben voilà, il est 11h40. On a fini cette présentation et je vais afficher le chat et je vais répondre à vos questions. Je ne sais pas, Kevin, si tu veux prendre la parole et si tu avais des questions à faire remonter que tu as en tête. Non, pas de questions particulières. Il y en a beaucoup qui se posaient la question sur comment créer un blog. D'accord. J'ai essayé d'y répondre.
Mais non, non. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant, s'il y a des questions globales sur la formation, pour aller plus loin, sinon. Euh, voilà. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont sur WordPress? Est-ce que je vais formuler ma question un peu différemment. Est-ce que vous pouvez me mettre la plateforme que vous utilisez pour ceux qui ont un site internet, qu'est-ce que vous utilisez comme site web? Wix, WordPress, ok, grosse majorité de WordPress, Wix. Jimdo, faut savoir que vraiment sur tous les CMS que je vois passer, il y a possibilité de créer une partie blog déjà intégrée sur WordPress. On peut créer des articles et simplement créer des URL et créer une section blog. Il y a plein de tutos sur Internet qui expliquent comment faire. Sur Wix également, c'est la même chose. On peut créer une partie blog et ça va toujours être la même chose. Mais ok, super intéressant. WordPress en grande majorité. Alors, quel public touche TikTok? Pour moi, ça attire les jeunes de 8 à 15 ans, les parents qui vont réserver un gîte, non pas, à mon avis, sur TikTok. Alors, le public est très, très jeune sur TikTok. Il y a des statistiques. Il me semble que ce n'est pas 8 à 15 ans, c'est peut-être un peu plus. Mais c'est ce que je disais. L'intérêt d'être sur TikTok, pour moi, ça dépend vraiment du secteur d'activité. Ça peut être pertinent. On avait fait une tournée sur un public qui était sur du vigneron, de la vente de vin. Et malgré le fait que ça soit un public un peu jeune, il y avait des contenus qui performaient bien sur TikTok. Donc, je pense qu'il y a quand même une tranche un peu adulte qui commence à débarquer sur TikTok. Il y a vraiment énormément d'utilisateurs. C'est très, très simple de faire des visites, de faire énormément de vues sur des TikTok. Donc, pourquoi pas le tenter? Mais effectivement, c'est très dur d'engager et l'audience, elle est très jeune. Et pour la location de gîte, je ne vois pas trop comment ça pourrait apporter quelque chose. Mais pourquoi pas? C'est toujours de la visibilité à prendre. À part Meta Business pour Instagram et Facebook, existe-t-il un outil permettant de diffuser en même temps sur tous les réseaux sociaux, y compris Pinterest et Twitter? Alors oui, il en existe. Et je vous invite à regarder la conférence, le replay sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on en parle. Et il y a même un outil, je parlais de Pinterest, qui permet d'automatiser le post de photos sur Pinterest. Mais oui, il en existe. Est-il facile de prestataire et récupérer son nom de domaine? Récupérer son nom de domaine, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que c'est facile de récupérer son nom de domaine auprès de son prestataire pour garder la main pour récupérer la main sur son site web? Et globalement, normalement, il faut le contacter, mais oui, il y a possibilité de récupérer son nom de domaine et il faut le faire. Squarespace, est-ce que Wix a toujours des problèmes avec Google et avec un mauvais référencement Google? Eh ben, Kevin, tu vas me taper dessus, mais moi, je ne conseille pas Wix pour le référencement naturel. Tout simplement, je ne connais aucun site qui performe réellement sur Google, même si Wix est énormément amélioré. Au fond, la structure, elle n'est pas… il y a des problèmes de structure. Et Wix, je trouve qu'il est moins adapté pour du référencement naturel qu'un WordPress. Après, sur la location de gîtes, c'est des requêtes qui ne sont pas ultra concurrentielles. Et globalement, je pense que ça peut faire l'affaire avec un Wix. On peut très bien se référencer. Maintenant, moi, je priorise WordPress. Il faut savoir que WordPress, c'est vraiment, je ne sais pas la statistique, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est presque de l'ordre de 80% des sites Internet. Donc, Google adapte aussi ses critères de référencement en fonction des sites WordPress, puisque c'est la grande majorité du web. Mais on peut avoir de bons résultats avec Wix, j'en doute pas. Maintenant, est-ce que c'est la plateforme la plus adaptée pour du référencement naturel? Je ne pense pas. Est-ce qu'une personne peut s'occuper de tout cela moyennant un forfait? Oui, il y a plein de prestataires. Entre blog et réseaux sociaux, ça prend du temps. Oui, effectivement, mais pour être visible sur Internet, il n'y a pas de secret. Voilà. J'ai entendu que le référencement Wix est beaucoup moins bon que WordPress. Est-ce vrai? Je viens d'y répondre. Pour moi, oui, même s'il y a des détenteurs. Mais il y a une statistique, il faudrait que je la retrouve. C'était de l'ordre de combien de sites WordPress ont une part
de trafic organique. Et il me semble que WordPress avait 20 fois ou 30 fois plus de sites qui recevaient du trafic organique que des Wix. C'est pour ça que pour moi, je considère que Wix est moins bon pour du référencement naturel, mais j'en doute pas qu'il est possible de se référencer avec un Wix. Vous n'avez pas du tout parlé de l'importance écologique et de la clé verte ou autre label équivalent. J'ai cru lire différents articles indiquant que de plus en plus de personnes mettent de l'importance à l'écologie. Bah oui, effectivement, là, on n'en a pas parlé. Ça pourrait être, on a des conférences sur le persona client, sur notre persona. Et si vous, votre persona, il est plutôt sur l'écologie, bah, et en plus, on en parlait au début des nouvelles habitudes avec les gens qui recherchent de la nature, l'éco-travel, etc. Donc, c'est vraiment une habitude qui est en plein essor et ça peut être une très bonne idée de jouer la carte de l'écologie et de mettre en avant, je sais pas, un système d'eau récupérée, d'eau de pluie, un logement le plus écologique possible. Bah, pas de souci, mais ça, il va falloir l'adapter en fonction de son persona. Sur mal.fr, oui, donc ouais, mal.fr, Fiverr, etc. pour retrouver des prestataires. Faut-il produire un contenu différent sur Facebook et Instagram? Peut-on se contenter de les connecter? Je disais, on peut recycler les contenus. On peut totalement recycler les contenus, mais on peut également créer des contenus différents à voir. Par contre, voilà, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il faut garder une réelle cohérence entre toutes nos plateformes de visibilité dans le numérique. On va pas avoir du tutoiement et une charte graphique complètement différente sur Instagram que sur Facebook. Il faut que tout soit cohérent. Si quelqu'un vous a vu sur Facebook, quand il arrive sur votre site internet, c'est le même langage et c'est la même charte graphique. Très, très important. Il manque le mot changer dans ma question. C'est un sujet à part entière qui mérite bien ça. Oui. Que pensez-vous des pubs payantes sur Facebook? Ma spécialité, mais je pense qu'il y a moyen d'avoir de bons résultats avec ça. Après, disons que Google, Facebook, c'est de la publicité sur une audience, alors que Google Ads, ça va être plutôt de la publicité sur de la recherche. Et on a un public beaucoup plus chaud sur la recherche, c'est-à-dire que quand quelqu'un va taper location de gîte, qu'on doit être sur la fin du tunnel, la personne elle a presque la carte bleue dans la main et elle attend juste la bonne page de paiement pour la mettre. Donc, c'est une stratégie différente à tester. Je sais plus, la personne le fait. On peut donner un avis sur le référencement de Squarespace. Le référencement de Squarespace, aucune idée. Je ne connais pas, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Je ne veux pas dire de bêtises, j'en ai aucune idée. Il faudra regarder des statistiques. Faudra regarder est-ce qu'il y a des sites qui performent, est-ce qu'il est adapté. Je pense qu'il y a un tas de blogs et de contenus qui parlent du CMS le plus optimisé pour du référencement naturel. Mais je n'ai pas envie de m'avancer là-dessus, je ne connais pas Squarespace. Un label éco responsable, j'ai constaté que Booking a la main sur ma fiche d'établissement en particulier pour fixer les prix. Comment est-ce possible alors que je n'ai pas la possibilité, moi, de mentionner le seul prix? Alors, normalement, Booking ne peut pas avoir accès à la fiche d'établissement, mais les prix qu'il affiche, c'est parce qu'il se positionne en publicité sur la fiche d'établissement. Maintenant, il va falloir récupérer pour pouvoir modifier sa fiche d'établissement. Il faut cliquer sur « Je suis le propriétaire ». Et si elle n'a jamais été récupérée, la faire valider. Et si elle a déjà été récupérée, contacter la personne. Il y aura un petit bout de l'adresse mail qui est propriétaire de la fiche d'établissement et ça donne une indication sur qui est le propriétaire de cet établissement. Mais il faut absolument la récupérer, cette fiche d'établissement. Et j'en profite aussi pour dire que sur les fiches d'établissement, mais je l'ai déjà dit, on a des contenus sur la chaîne YouTube autour de paramétrer et créer une fiche d'établissement. Pouvez-vous préciser votre... Ça, c'est toi, Kevin. Un outil de ranking gratuit. Un outil de ranking gratuit. Alors, il n'y a pas d'outil qui permet de... Enfin, je ne comprends pas la question. Si Philippe, vous pouvez me dire c'est quoi? C'est plutôt un outil pour rechercher les mots-clés, un outil pour avoir une idée de l'optimisation de son site. Je ne comprends pas vraiment la question. Est-ce que Meosis possède de bons résultats en matière de SEO? Là, c'est pareil, je ne connais pas le CMS, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Pour se lancer, WordPress ou site.google.com. Alors, site.google.com ou un Google Site, ça va être pertinent pour créer un site vitrine.
Maintenant, pour avoir de la visibilité en ligne, de l'optimisation, du référencement naturel, WordPress ou un autre CMS, mais Google Sites, ça va être vraiment trop limité dans les fonctionnalités. Nous ne pouvons pas travailler avec les personnes. Le numéro indique, j'avais le sentiment que c'était un outil un peu vieillot, erreur. Sauf erreur de ma part, tu pourras me corriger, Kevin, mais je pense que Facebook est toujours en tête. J'avais vu passer un graphique il n'y a pas longtemps, mais je pense que ça va évoluer. Effectivement, tout le monde, quasiment tout le monde, a un compte Facebook, qu'il l'ait créé en 2006 ou qu'il l'ait créé la veille. Tout le monde a un profil aujourd'hui sur Facebook, ce qui en fait encore aujourd'hui le réseau social le plus utilisé, le plus populaire encore en France. Voilà. Voilà. Facebook toujours numéro 1. Mon site a été référencé sur Wix et tu te dis que le référencement n'est pas top. Comment faire pour obtenir un bon référencement? Alors, je vous invite à regarder la conférence ou à prendre un coaching individuel, Marie-Christine, avec un des coachs en France. D'ailleurs, je vais mettre la slide pour que tout le monde ait le temps de… Et on parlera des Google Certificates après. C'est vrai que là, on a une grosse phase de questions-réponses. Voilà, le numéro s'affiche juste ici. Pour ceux qui veulent prendre un appel avec la hotline et qui seraient intéressés par un coaching individuel. Mais globalement, je n'ai pas dit que Wix, c'était impossible d'être référencé. J'ai simplement dit que pour moi, Wix n'était pas la plateforme la plus optimisée pour travailler le référencement naturel. Maintenant, je mets ça en parallèle avec le fait que, à mon avis, on peut très bien avoir un bon référencement naturel avec Wix sur des requêtes un petit peu locales et un petit peu long train. Je ne pense pas que ce soit un frein en soi. Je dis juste que c'est pas pour moi, en tout cas, et ça n'engage vraiment que moi, Wix, c'est pas le plus adapté. Mais on peut très bien avoir de bons résultats avec Wix, j'en doute pas. Facebook, contrairement à ce qu'on pourrait penser, reste toujours numéro 1. Ouais, c'est toi qui l'as dit. Je n'ai pas vu de grosse différence avec ou sans le label. Nanana. Est-ce que j'utilise une faire la publicité payante sur Facebook plutôt que Google Ads? On a déjà répondu. Ouais, on est jusqu'à 17h, je suis d'accord. Donc, je suis désolé pour les autres questions. Je te laisse répondre, Kevin, en attendant. Mais plein de questions, c'est trop cool. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez le QR code qui est juste là. Vous pouvez découvrir notre chaîne YouTube avec plein de contenus. On en a déjà parlé plein de fois lors de la présentation. Pour le programme Google Career Certificate, Kevin, je ne sais pas si tu as moyen… ouais, super. Des QR codes gratuits. Pour ceux qui souhaiteraient… je ne sais pas si tu as moyen… Ouais, tu m'entends. Pour ceux qui souhaiteraient participer au programme Google Career Certificate, donc c'est pour faire des métiers de l'informatique, des métiers du digital, des métiers assez avancés. Pour ceux qui seraient intéressés, il faudra directement nous contacter et nous, on pourra vous donner des licences gratuitement. Mais attention, il faut vraiment que vous soyez motivé et c'est vraiment un investissement en termes de temps, en termes de projet de vie, hein, littéralement, de projet professionnel. Donc, si vraiment vous êtes intéressé, vous pouvez revenir vers nous directement via le CRTL, c'est ça? Ouais. Et à ce moment-là, on vous donnera des licences. Normalement, si vous scannez le QR code qui est en haut, vous avez la possibilité de vous inscrire. Mais des formations qui sont vraiment diplômantes. Il y a des licences gratuites. Mais l'objectif, c'est vraiment d'être intéressé et d'aller jusqu'au bout. Et voilà, pour le moment, il y a 4 métiers qui s'affichent juste au milieu. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de ces formations-là, on ait un niveau junior dans un métier, une possibilité d'embauche. Ouais, j'ai mis un lien pour en savoir plus pour les Google Career Certificates. Génial. Voilà, l'accompagnement complet personnalisé. J'espère que tout le monde a pu prendre le numéro de téléphone. Je pense que tu as dû le partager dans le chat. Je vais passer dessus. Et ben voilà, merci à tous. J'espère que ça aura été intéressant, que vous aurez appris plein de choses et que vous avez des idées pour développer votre activité. Ben, merci à tous, merci à vous. Et je ne sais pas si tu peux partager le lien, Kevin, pour laisser un avis sur la fiche d'établissement de Google Atelier Numérique. Et si vous voulez nous aider à pulvériser le nombre d'avis sur notre fiche d'établissement, je vous laisse aller faire un petit merci sur cette dernière.
si cette présentation vous a plu. Merci et bonne journée à tous. Merci Lisa, merci Barbara, merci Karine. Merci à vous deux, Tristan et Kevin, surtout, c'était très intéressant. Le prochain atelier, c'est le 6 mars, donc c'est sur Google Ads. J'ai mis plusieurs fois dans le fil de discussion des liens vers le site pro du CRT. Vous avez tout le programme des ateliers qui s'affiche et vous avez aussi les ateliers des partenaires. C'est assez intéressant parce qu'il y en a beaucoup entre l'UMI, l'ADEME pour tout ce qui est tourisme durable, les CCI. L'ensemble des ateliers de formation qui sont proposés par les partenaires sont affichés sur le portail du CRTL via le lien que je vous ai posté plusieurs fois. Voilà, merci à tous pour votre participation très active, comme d'habitude. Et je crois que Kevin et Tristan ont assuré, ils ont répondu quasiment à toutes les questions, bravo. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt, bonne journée. Au revoir, à bientôt. Merci à tous.